Bonjour. La Révolution française, ce n'est pas un événement français. C'est un événement mondial. En tout cas, c'est comme événement mondial qu'il nous intéresse, et c'est de ce point de vue que nous avons choisi d'en parler. Peut-être parce que on a l'impression, ici, dans ce projet, qu'on saisit mieux l'essentiel de la Révolution en prenant un peu d'air, en prenant un peu de champ, en regardant les choses d'un peu plus loin que si on s'enfermait dans nos petites histoires franco-françaises. Alors, pour parler de la Révolution française, vue de l'étranger, on a choisi ici une espèce de poste d'observation. C'est la frontière. La frontière, ça présente cet avantage que c'est à la fois très près, géographiquement très près, la distance est très faible, donc les nouvelles peuvent parvenir assez vite. La résonance peut être assez immédiate, beaucoup plus que si on avait choisi de parler de la répercussion de la Révolution française en Extrême-Orient, par exemple. On est tout près et pourtant, on a l'éloignement de cette barrière qu'il faut franchir, de la différence de langue, de nationalité, de culture, parfois de religion. On s'est donc posté à l'une des frontières de la France, à la frontière nord-est. Et les gens qu'on a choisi d'observer à cet endroit, ce sont des écrivains, des artistes, des philosophes, des hommes de culture. Parce que la résonance là est peut-être beaucoup plus forte qu'ailleurs. Les conséquences sont exacerbées, plus visibles. Chez ces gens-là, c'est en Allemagne, on parle sans cesse de la Révolution. On en débat avec ardeur, avec passion, et bientôt avec autant de haine que c'était avec d'amour, il y a peu. Voilà, on a choisi de raconter l'histoire de la Révolution française, vue par les intellectuels en Allemagne. Pour raconter cette histoire, on a choisi 5 personnages. Si vous voulez, je vous les présente. Il y a Goethe, l'écrivain allemand très connu, très célèbre, qui est une conscience comme ça, qui surplombe son temps et l'Europe. Il y a à l'opposé de Goethe un tout jeune soldat français qui s'appelle Jean-Baptiste Dubois-Crancé, complètement inconnu, qui n'a rien fait de très important dans sa vie, apparemment comme ça, rien de célèbre en tout cas, mais qui a vraiment existé et qu'on connaît un peu. On est allé sortir son dossier des archives de la guerre à Vincennes. On est peut-être les premiers d'ailleurs à s'être intéressés à lui. 2 femmes, Caroline et Dorothée Schlegel, qui sont les 2 épouses des 2 frères Schlegel, c'est-à-dire deux personnalités très fortes, très très différentes, inspiratrices, animatrices du mouvement romantique, et liées par des rapports de solidarité et d'hostilité en même temps, très complexes. Et puis Napoléon Bonaparte, l'empereur, le Corse. Et l'histoire va se dérouler en passant comme ça, de l'un à l'autre de ces 5 personnages. Bon, il ne suffisait pas d'avoir ces 5 personnages. Il fallait avec ça construire une histoire. Alors, on a imaginé un principe, une forme, qui est comme le passage d'un relais ou d'un témoin. Voilà de quoi il s'agit. Par exemple, au début de l'histoire, on prend le point de vue de Goethe. La pièce commence à Valmy, où se trouvait Goethe, et on raconte la bataille un petit peu comme si on l'avait vue avec ses yeux. Et puis, au cours de cette première partie, on passe le relais de l'histoire de Goethe à Jean-Baptiste, ce jeune soldat français absolument inconnu, qui était aussi à Valmy. Ils ne sont bien sûr pas connus du tout, enfin, pas qu'on sache, ils n'avaient aucune raison de se rencontrer, si ce n'est d'une armée à l'autre, mais ils y étaient tous 2 au même moment. On abandonne Goethe et on va suivre Jean-Baptiste. On se retrouve 1 an après, c'est la 2e partie de la pièce comporte 5 parties, on se retrouve 1 an après à Mayence, en Allemagne. On a suivi Jean-Baptiste, il y est, il fait partie de la garnison française. Et il rencontre Caroline, il va lui passer le relais aussi, il va lui faire un enfant, ce qui est une façon de lui passer le relais de l'histoire. On va abandonner Jean-Baptiste à son sort et à son anonymat,
On va le laisser comme ça se noyer peu à peu dans l'histoire des hommes. Et on va suivre Caroline, qui elle va devenir célèbre. Quelques années plus tard, on est avec Caroline à Dresde, dans un musée très célèbre à l'époque, qui s'appelle la Galerie, qui est le lieu où on se rend pour voir les grandes œuvres d'art que l'on peut voir en Allemagne. Et il y a là pendant presque un mois, tout le groupe romantique, le premier groupe romantique, ces jeunes gens, rassemblés tous les jours pour voir ces œuvres et les commenter. On sait même qu'une nuit, la nuit du 25 au 26 août 1798, ils se sont fait enfermer dans le musée. Ils y ont passé la nuit entière à débattre de l'histoire de l'art à la lumière des flambeaux. Et c'est cette nuit qu'on va essayer de raconter. On en profitera comme ça pour abandonner l'histoire de Caroline et pour suivre l'histoire de Dorothée, l'autre épouse Schlegel. Cette Dorothée nous conduira jusqu'à Paris en 1804. Et on va raconter deux événements simultanés de deux personnages qui ne se connaissaient pas, qui ne se sont pas rencontrés, mais dont les histoires sont assez étrangement parallèles. Cette Dorothée, en 1804, à Paris, décide d'abandonner sa religion d'origine, elle est juive. Elle décide de se convertir au protestantisme, au christianisme donc, pour épouser Friedrich Schlegel, par amour, si on veut. Et au même moment, Napoléon, lui, décide d'abandonner en quelque sorte ses idéaux, les idéaux révolutionnaires de sa jeunesse, et de se faire sacrer empereur. C'est l'histoire de ces deux transformations, de ces deux reniements parallèles qui ont lieu tous deux à Paris en 1804, qu'on va raconter côte à côte, en imaginant se servir de ce parallélisme pour passer notre relais d'histoire de Dorothée à Napoléon Bonaparte. Et puis, Napoléon Bonaparte, qui a ce relais en main, eh bien, on va le lui faire rendre à Goethe, avec qui nous avons commencé. En 1808, Napoléon vient en Allemagne, à Erfurt, pour rencontrer l'empereur de Russie. Et puis, à Erfurt, il apprend que Goethe se trouve là. Et il demande à le voir. Il veut le voir. Napoléon, qui est un soldat parmi les plus célèbres de son temps, et peut-être, sans doute, de tous les temps, éprouve ce besoin, comme ça, de la confrontation avec l'écrivain le plus célèbre de son temps, et l'un des plus grands de tous les temps. Et on a ce face-à-face qui est véritablement une rencontre de titans. Le soldat absolu, presque, et l'écrivain absolu, le français et l'allemand, le révolutionnaire et l'artiste, et qui vont confronter dans cette rencontre quelques-uns des enjeux les plus importants de notre spectacle, et puis aussi de l'histoire de l'Europe. C'est une période de mouvement, de bouleversement, de révolution. Alors nous aussi, on va essayer d'être un petit peu en mouvement et de proposer aux spectateurs de bouger avec nous. Il faut, dans ce genre de théâtre, savoir changer de point de vue, ne pas s'enfermer dans l'étroitesse d'une seule sorte de regard, seule manière de voir le monde. Il faut faire un peu éclater les limites. Il faut essayer de se mettre aux dimensions de l'épopée, de l'aventure guerrière et romantique des hommes. Alors, on a la chance de travailler ici dans un grand théâtre qui s'appelle l'Espace André Malraux, à Reims. C'est l'ancienne maison de la culture, qui est un théâtre où il y a des lieux extrêmement divers et nombreux. Alors, on proposera aux spectateurs de se déplacer d'un lieu à l'autre avec le spectacle. On commencera en plein jour, dans le hall, puis on ira dans le petit théâtre. Il y a 3 théâtres dans cette maison. Puis on ira sur le plateau de la grande salle, mais public et comédiens mêlés. Et puis pour la 4e partie, le spectacle a 5 parties, on ira à l'orchestre, mais débarrassé de ces fauteuils de velours dans lesquels on s'installe un peu mollement, avec une espèce de scénographie au sol, un décor si on veut. Voilà, il va s'agir de bouger, de trouver le dynamisme qui est aussi celui d'un temps, d'une époque. C'est un peu comme on vient de vous proposer à vous, en miniature, de vous déplacer d'une image à l'autre, simplement pour dire, même dans l'espace très étroit qui est le nôtre, là, ici, aujourd'hui, on n'aime pas garder toujours la même façon de voir. Mais évidemment, dans le spectacle, ça essaiera d'avoir un peu plus d'ambition, ou disons, d'ampleur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce relais dont on parle depuis le début? Qu'est-ce que c'est que ce témoin que les personnages se passent de l'un à l'autre tout au long de l'histoire?
On va imaginer que c'est une sorte de petite boîte que Goethe aurait perdue sur le champ de bataille de Valmy, c'est-à-dire ici même. On est sur le site historique de la bataille de Valmy. Petite boîte perdue par Goethe, trouvée par Jean-Baptiste et transmise à Caroline, puis à Dorothée, puis à Napoléon, et que Napoléon lui-même aurait rendue à Goethe 15 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est évidemment une fiction. Dans cette boîte, il y aurait quelques notes que Goethe aurait prises au soir de la bataille. On sait que Goethe a dit, au soir de Valmy, il déclare avoir dit, de ce jour et de ce lieu date une ère nouvelle de l'histoire du monde. C'est une phrase très très célèbre. Et vous pourrez dire, j'y étais. Donc il avait le sentiment très fort que là, à Valmy, au pied du moulin, en ce soir de septembre 1792, une époque nouvelle de l'humanité s'était ouverte. On imaginera que dans sa petite boîte, il aura essayé de décrypter, de comprendre le sens de cette époque nouvelle du monde, c'est-à-dire le sens de notre modernité, de ce monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, vous et nous, et qui s'est ouvert sans doute avec la Révolution française. Pour raconter ça, on n'aura pas recours seulement aux moyens du théâtre. On essaiera d'avoir recours aussi aux moyens du cinéma. C'est-à-dire qu'on va venir ici, à Valmy, au pied de ce moulin, et on va tourner un film. Un film de 10 minutes, assez ambitieux, avec 5000 participants qui seront des enfants, et puis une petite prouesse technique peut-être, un défi, qui sera la tentative d'essayer de tourner ce film en un seul plan de 10 minutes, ce qui suppose une certaine acrobatie cinématographique. Alors 5000 participants, 10 minutes, un film en couleur, un grand écran qu'on espère qu'on pourra montrer dans le spectacle, bien sûr, mais qu'on espère aussi qu'on pourra montrer ici même, à Valmy, indépendamment du spectacle, qu'on pourra montrer dans ce département de la Marne ou au-delà, en France, à l'étranger, pour qu'il soit un peu l'ambassadeur de ce qui se tente ici, à l'occasion de cette commémoration, de ce bicentenaire. Et c'est l'ensemble, le spectacle et le film, qui s'appelle La Levée, et qu'on montrera ici en mai, juin et juillet 1989. Bonjour. La Révolution française, ce n'est pas un événement français. C'est un événement mondial. En tout cas, c'est comme événement mondial qui nous intéresse, et c'est de ce point de vue que nous avons choisi d'en parler. Peut-être parce que on a l'impression, ici, dans ce projet, qu'on saisit mieux l'essentiel de la Révolution en prenant un peu d'air, en prenant un peu de champ, en regardant les choses d'un peu plus loin que si on s'enfermait dans nos petites histoires franco-françaises. Alors, pour parler de la Révolution française vue de l'étranger, on a choisi ici une espèce de poste d'observation. C'est la frontière. La frontière, ça présente cet avantage que c'est à la fois très près, géographiquement très près, la distance est très faible, donc les nouvelles peuvent parvenir assez vite. La résonance peut être assez immédiate, beaucoup plus que si on avait choisi de parler de la répercussion de la Révolution française en Extrême-Orient, par exemple. On est tout près et pourtant, on a l'éloignement de cette barrière qu'il faut franchir, de la différence de langue, de nationalité, de culture, parfois de religion. On s'est donc posté à l'une des frontières de la France, à la frontière nord-est. Et les gens qu'on a choisi d'observer à cet endroit, ce sont des écrivains, des artistes, des philosophes, des hommes de culture. Parce que la résonance là est peut-être beaucoup plus forte qu'ailleurs. Les conséquences sont exacerbées, plus visibles. Chez ces gens-là, c'est en Allemagne, on parle sans cesse de la Révolution. On en débat avec ardeur, avec passion, et bientôt avec autant de haine que c'était avec d'amour, il y a peu. Voilà.
on a choisi de raconter l'histoire de la Révolution française vue par les intellectuels en Allemagne. Pour raconter cette histoire, on a choisi 5 personnages. Si vous voulez, je vous les présente. Il y a Goethe, l'écrivain allemand très connu, très célèbre, qui est une conscience comme ça, qui surplombe son temps et l'Europe. Il y a à l'opposé de Goethe un tout jeune soldat français qui s'appelle Jean-Baptiste Dubois-Crancé, complètement inconnu, qui n'a rien fait de très important dans sa vie, apparemment, comme ça, rien de célèbre en tout cas, mais qui a vraiment existé et qu'on connaît un peu. On est allé sortir son dossier des archives de la guerre à Vincennes. On est peut-être les premiers d'ailleurs à s'être intéressés à lui. 2 femmes, Caroline et Dorothée Schlegel, qui sont les 2 épouses des 2 frères Schlegel, c'est-à-dire deux personnalités très fortes, très très différentes, inspiratrices, animatrices du mouvement romantique, et liées par des rapports de solidarité et d'hostilité en même temps, très complexes. Et puis Napoléon Bonaparte, l'empereur, le Corse. Et l'histoire va se dérouler en passant comme ça, de l'un à l'autre de ces 5 personnages. Bon, il ne suffisait pas d'avoir ces 5 personnages. Il fallait avec ça construire une histoire. Alors, on a imaginé un principe, une forme, qui est comme le passage d'un relais ou d'un témoin. Voilà de quoi il s'agit. Par exemple, au début de l'histoire, on prend le point de vue de Goethe. La pièce commence à Valmy, où se trouvait Goethe, et on raconte la bataille un petit peu comme si on l'avait vue avec ses yeux. Et puis, au cours de cette première partie, on passe le relais de l'histoire de Goethe à Jean-Baptiste, ce jeune soldat français absolument inconnu, qui était aussi à Valmy. Ils ne sont bien sûr pas connus du tout, enfin, pas qu'on sache, ils n'avaient aucune raison de se rencontrer, si ce n'est d'une armée à l'autre, mais ils y étaient tous 2 au même moment. On abandonne Goethe et on va suivre Jean-Baptiste. On se retrouve un an après, c'est la 2e partie de la pièce comporte 5 parties. On se retrouve un an après à Mayence, en Allemagne. On a suivi Jean-Baptiste, il y est, il fait partie de la garnison française. Et il rencontre Caroline, il va lui passer le relais aussi, il va lui faire un enfant, ce qui est une façon de lui passer le relais de l'histoire. On va abandonner Jean-Baptiste à son sort et à son anonymat, on va le laisser comme ça se noyer peu à peu dans l'histoire des hommes, et on va suivre Caroline, qui elle va devenir célèbre. Quelques années plus tard, on est avec Caroline à Dresde, dans un musée très célèbre à l'époque, qui s'appelle la Galerie, qui est le lieu où on se rend pour voir les grandes œuvres d'art que l'on peut voir en Allemagne. Et il y a là, pendant presque un mois, tout le groupe romantique, le premier groupe romantique, ces jeunes gens, rassemblés tous les jours pour voir ces œuvres et les commenter. On sait même qu'une nuit, la nuit du 25 au 26 août 1798, ils se sont fait enfermer dans le musée. Ils y ont passé la nuit entière à débattre de l'histoire de l'art à la lumière des flambeaux. Et c'est cette nuit qu'on va essayer de raconter. On en profitera comme ça pour abandonner l'histoire de Caroline et pour suivre l'histoire de Dorothée, l'autre épouse Schlegel. Cette Dorothée nous conduira jusqu'à Paris en 1804. Et on va raconter 2 événements simultanés de 2 personnages qui ne se connaissaient pas, qui ne se sont pas rencontrés, mais dont les histoires sont assez étrangement parallèles. Cette Dorothée, en 1804, à Paris, décide d'abandonner sa religion d'origine, elle est juive. Elle décide de se convertir au protestantisme, au christianisme donc, pour épouser Friedrich Schlegel, par amour, si on veut. Et au même moment, Napoléon, lui, décide d'abandonner en quelque sorte ses idéaux, les idéaux révolutionnaires de sa jeunesse, et de se faire sacrer empereur. C'est l'histoire de ces 2 transformations, de ces 2 reniements parallèles qui ont lieu tous 2 à Paris en 1804, qu'on va raconter côte à côte, en imaginant se servir de ce parallélisme pour passer notre relais d'histoire de Dorothée à Napoléon Bonaparte. Et puis, Napoléon Bonaparte, qui a ce relais en main,
eh bien, on va le lui faire rendre à Goethe, avec qui nous avons commencé. En 1808, Napoléon vient en Allemagne, à Erfurt, pour rencontrer l'empereur de Russie. Et puis, à Erfurt, il apprend que Goethe se trouve là. Et il demande à le voir. Il veut le voir. Napoléon, qui est un soldat parmi les plus célèbres de son temps, et peut-être, sans doute, de tous les temps, éprouve ce besoin, comme ça, de la confrontation avec l'écrivain le plus célèbre de son temps, et l'un des plus grands de tous les temps. Et on a ce face-à-face qui est véritablement une rencontre de titans. Le soldat absolu, presque, et l'écrivain absolu. Le français et l'allemand, le révolutionnaire et l'artiste, et qui vont confronter dans cette rencontre quelques-uns des enjeux les plus importants de notre spectacle, et puis aussi de l'histoire de l'Europe. C'est une période de mouvement, de bouleversement, de révolution. Alors nous aussi, on va essayer d'être un petit peu en mouvement et de proposer aux spectateurs de bouger avec nous. Il faut, dans ce genre de théâtre, savoir changer de point de vue, ne pas s'enfermer dans l'étroitesse d'une seule sorte de regard, une seule manière de voir le monde. Il faut faire un peu éclater les limites. Il faut essayer de se mettre aux dimensions de l'épopée, de l'aventure guerrière et romantique des hommes. Alors, on a la chance de travailler ici dans un grand théâtre qui s'appelle l'Espace André Malraux, à Reims. C'est l'ancienne maison de la culture, qui est un théâtre où il y a des lieux extrêmement divers et nombreux. Alors on proposera aux spectateurs de se déplacer d'un lieu à l'autre avec le spectacle. On commencera en plein jour dans le hall, puis on ira dans le petit théâtre. Il y a 3 théâtres dans cette maison. Puis on ira sur le plateau de la grande salle, mais public et comédiens mêlés. Et puis pour la 4e partie, le spectacle a 5 parties. On ira à l'orchestre, mais débarrassé de ces fauteuils de velours dans lesquels on s'installe un peu mollement, avec une espèce de scénographie au sol, un décor si on veut. Voilà, il va s'agir de bouger, de trouver le dynamisme qui est aussi celui d'un temps, d'une époque. C'est un peu comme on vient de vous proposer à vous, en miniature, de vous déplacer d'une image à l'autre, simplement pour dire, même dans l'espace très étroit qui est le nôtre, là, ici, aujourd'hui, on n'aime pas garder toujours la même façon de voir. Mais évidemment, dans le spectacle, ça essaiera d'avoir un peu plus d'ambition, ou disons, d'ampleur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce relais dont on parle depuis le début? Qu'est-ce que c'est que ce témoin que les personnages se passent de l'un à l'autre tout au long de l'histoire? On va imaginer que c'est une sorte de petite boîte que Goethe aurait perdue sur le champ de bataille de Valmy, c'est-à-dire ici même. On est sur le site historique de la bataille de Valmy. Petite boîte perdue par Goethe, trouvée par Jean-Baptiste et transmise à Caroline, puis à Dorothée, puis à Napoléon, et que Napoléon lui-même aurait rendue à Goethe 15 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est évidemment une fiction. Dans cette boîte, il y aurait quelques notes que Goethe aurait prises au soir de la bataille. On sait que Goethe a dit, au soir de Valmy, enfin il déclare avoir dit, de ce jour et de ce lieu date une ère nouvelle de l'histoire du monde. C'est une phrase très très célèbre. Et vous pourrez dire, j'y étais. Donc il avait le sentiment très fort que là, à Valmy, au pied du moulin, en ce soir de septembre 1792, une époque nouvelle de l'humanité s'était ouverte. On imaginera que dans sa petite boîte, il aura essayé de décrypter, de comprendre le sens de cette époque nouvelle du monde, c'est-à-dire le sens de notre modernité, de ce monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, vous et nous, et qui s'est ouvert sans doute avec la Révolution française. Pour raconter ça, on n'aura pas recours seulement aux moyens du théâtre. On essaiera d'avoir recours aussi aux moyens du cinéma. C'est-à-dire qu'on va venir ici, à Valmy, au pied de ce moulin, et on va tourner un film. Un film de 10 minutes, assez ambitieux, avec 5000 participants qui seront des enfants, et puis une petite prouesse technique peut-être, un défi, qui sera la tentative d'essayer de tourner ce film en un seul plan de 10 minutes, ce qui suppose une certaine acrobatie cinématographique. Alors 5000 participants,
10 minutes, un film en couleur, sur grand écran, qu'on espère qu'on pourra montrer dans le spectacle, bien sûr, mais qu'on espère aussi qu'on pourra montrer ici même, à Valmy, indépendamment du spectacle, qu'on pourra montrer dans ce département de la Marne, ou au-delà, en France, à l'étranger, pour qu'il soit un peu l'ambassadeur de ce qui se tente ici, à l'occasion de cette commémoration, de ce bicentenaire. Et c'est l'ensemble, le spectacle et le film, qui s'appelle La Levée, et qu'on montrera ici en mai, juin et juillet 1989.